5e étape, reproduisez le nouveau modèle jusqu'à ce qu'il devienne constant. Le conditionnement est une façon de s'assurer qu'un changement réalisé est constant et durera longtemps. La manière la plus simple de se conditionner consiste à répéter un acte constamment jusqu'à ce qu'une voie neurologique se soit créée. Si vous trouvez un comportement de rechange dynamisant, imaginez que vous l'adoptez jusqu'à ce que vous constatiez qu'il s'éloigne de la douleur et vous rapproche rapidement du plaisir. Votre cerveau le considérera bientôt comme une nouvelle façon de produire ce résultat d'une manière constante. Si vous ne faites pas cela, vous retournerez à votre ancien modèle. Si vous répétez le nouveau comportement dynamisant régulièrement, en y ajoutant une grande intensité émotive, vous tracerez une voie qui, avec de nouvelles répétitions et une intensité encore plus grande, deviendra une autoroute menant vers cette nouvelle façon d'obtenir des résultats positifs, et cette voie s'intégrera à votre comportement habituel. Rappelez-vous que votre cerveau ne peut pas faire la distinction entre un comportement imaginé avec précision et un comportement réel. Le conditionnement garantit que vous prendrez automatiquement la nouvelle voie. Quand vous apercevez l'une des bretelles que vous aviez l'habitude d'emprunter, vous la dépassez à toute vitesse parce que vous avez de la difficulté à l'emprunter. On ne peut surestimer le pouvoir du conditionnement. Dernièrement, je lisais que le grand Larry Bird des Celtics de Boston participait à une pub pour une boisson gazeuse dans laquelle il était censé rater un lancer en suspension. Il atteignit 9 paniers, un à la suite de l'autre, avant de réussir à en manquer un. En effet, Bird se conditionne depuis de nombreuses années à lancer le ballon dans le panier. Dès qu'il s'empare du ballon, il adopte automatiquement un modèle qui le pousse à le faire passer à travers l'arceau. Je suis sûr que si on examinait la partie du cerveau de Larry Bird qui est associée à ce mouvement, on découvrirait une profonde voie neurale. Comprenez qu'avec suffisamment de répétitions et une intensité émotive assez grande, nous pouvons nous conditionner à adopter n'importe quel comportement. L'étape suivante consiste à établir un programme de renforcement du nouveau comportement. Comment pouvez-vous récompenser chacune de vos réussites? N'attendez pas qu'il se soit écoulé 1 an après que vous avez cessé de fumer. Récompensez-vous après un seul jour. N'attendez pas d'avoir perdu 35 kilos. N'attendez pas d'avoir perdu le premier. Dès l'instant où vous êtes capable de repousser une assiette qui n'est pas vide, félicitez-vous. Fixez-vous une série d'objectifs ou de jalons à court terme et chaque fois que vous en atteignez un, récompensez-vous aussitôt. Si vous êtes déprimé ou soucieux, lorsque vous passez à l'action, au lieu de vous ronger les sangs, ou encore lorsque vous souriez et répondez très bien quand on vous demande comment vous allez, récompensez-vous pour avoir déjà commencé à réaliser les changements nécessaires pour assurer votre réussite à long terme. Ainsi, votre système nerveux apprend à associer un grand plaisir au changement. Les personnes qui désirent maigrir n'obtiennent pas toujours des résultats immédiats, car le fait de perdre 1 ou 2 kilos ne vous transforme pas miraculeusement en une Elle Macpherson ou un Mel Gibson. C'est pourquoi il est important que vous vous récompensiez dès que vous prenez des mesures précises ou que vous réalisez un progrès affectif, comme celui de faire le tour du quartier plutôt que de courir au McDonald's le plus proche. À défaut de cela, vous risquez de vous dire « D'accord, j'ai perdu 1 kilo jusqu'ici mais je suis encore gros. Cela va prendre une éternité, j'ai tellement de poids à perdre. » Il se pourrait que vous utilisiez ces affirmations à court terme comme des excuses pour prendre du poids. Mieux vaut comprendre le pouvoir du renforcement. Plus vite vous vous conditionnerez à adopter le nouveau modèle. Récemment, j'ai eu le plaisir de lire un excellent livre que je recommande chaudement à ceux qui veulent vraiment étudier à fond le conditionnement. Il a été écrit par Karen Prior et s'intitule « Don't shoot the dog » « Ne tirez pas sur le chien ». Ce livre propose des distinctions simples sur le changement du comportement animal, qui concordent avec celles que j'ai pu établir après des années de travail sur le comportement humain. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les animaux et les êtres humains se ressemblent en ce qui concerne les forces qui gouvernent leurs actions. Connaître les principes fondamentaux du conditionnement nous permet de maîtriser ces forces et de concevoir l'avenir que l'on veut. Nous pouvons vivre comme des animaux en nous laissant manipuler par les circonstances et par notre entourage, ou nous pouvons apprendre ces lois et nous en servir pour optimiser notre potentiel le plus élevé. Karen Prior explique comment elle a appris à utiliser la douleur pour dresser des animaux pendant de nombreuses années. Fouet et chaise pour les lions, harnais pour les chevaux,
laisse pour les chiens. Mais elle échoua quand elle entreprit de dresser des dauphins, parce qu'elle allait nager au loin quand elle voulait leur infliger une douleur. Cela l'obligeait à approfondir sa compréhension de la dynamique du renforcement positif. Il n'y a rien que l'entraînement ne puisse faire. Rien n'est à son épreuve. Il peut transformer une mauvaise morale en bonne, détruire les mauvais principes pour en créer de bons. Il peut élever les hommes pour en faire des anges. Mark Twain. Le premier principe directeur de tout conditionnement au succès est le pouvoir du renforcement. Nous devons savoir que pour se motiver à adopter un comportement ou à éprouver constamment une émotion, il faut élaborer une réponse conditionnée. Tous les modèles proviennent d'un renforcement, c'est-à-dire que le conditionnement est l'élément de base qui sert à établir de la constance dans nos émotions et nos comportements. La loi du renforcement. Tout modèle affectif ou de comportement que l'on renforce constamment devient une réponse automatique et conditionnée. Tout ce que l'on ne renforce pas finit par disparaître. Nous pouvons renforcer notre propre comportement ou celui de quelqu'un d'autre grâce au renforcement positif. Ainsi, chaque fois que nous obtenons le comportement désiré, nous recevons une récompense. Ce peut être un éloge, un cadeau, une nouvelle liberté, etc. Nous pouvons également employer le renforcement négatif, froncement de sourcils, bruit fort ou même châtiment corporel. Il faut à tout prix comprendre que le renforcement est différent de la punition et de la récompense. On renforce un comportement en réagissant dès qu'il se produit, tandis que la punition ou la récompense peuvent apparaître beaucoup plus tard. Choisir le bon moment. Il est essentiel de choisir le bon moment pour réaliser un conditionnement efficace. Si un entraîneur crie « sans sas » au moment où son équipe de basketball exécute une excellente manœuvre, il produit un effet beaucoup plus grand que s'il attend, pour donner son compte-rendu, que l'équipe soit au vestiaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours associer les sensations du renforcement au modèle pendant qu'il a lieu. L'un des problèmes de notre système judiciaire est que les criminels ne sont parfois punis que de nombreuses années plus tard. Les criminels conçoivent pourquoi ils sont punis, mais le modèle de comportement qui a engendré ce problème au début demeure intact. Il n'a pas été interrompu et le criminel n'y associe aucune souffrance. C'est là la seule façon de vraiment modifier nos comportements et nos émotions à long terme. Nous devons entraîner notre cerveau à prendre des mesures efficaces, non pas d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue neurologique. La difficulté, certes, c'est que la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte qu'ils se conditionnent les uns les autres et influencent sans cesse leur comportement mutuel. Souvent, nous conditionnons les autres d'une manière négative plutôt que positive. L'ex-petite amie de ma fille Jolie nous offre un bel exemple de cela. Jolie était absorbée par ses études, ses leçons de danse et le rôle qu'elle tenait dans une pièce de théâtre. Il voulait qu'elle lui téléphone tous les jours, et si elle laissait passer quelques jours avant de l'appeler, il lui faisait toute une scène. Il voulait qu'elle téléphone plus souvent et pourtant, sa méthode de renforcement consistait à la harceler et à la réprimander quand elle le faisait. Cela vous est-il déjà arrivé ? Si vous voulez que votre amoureux, votre petit ami, votre conjoint ou toute autre personne qui vous est chère vous téléphone plus souvent, cela vous avancera-t-il de les harceler ? Quand ils finissent par vous téléphoner, les saluez-vous avec des mots comme « Ah, tu t'es décidé à appeler, je n'en reviens pas. Pourquoi est-ce toujours moi qui dois téléphoner ?» En agissant ainsi, vous les entraînez à ne pas vous téléphoner. Vous les faites souffrir dès qu'ils font ce que vous voulez qu'ils fassent. Que se produira-t-il ? Ils associeront de la souffrance au fait de vous téléphoner et vous appelleront encore moins souvent à l'avenir. Dans le cas de Jolie, ce modèle s'est prolongé plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'elle ne pourrait pas l'emporter. Comme vous le devinez, ce modèle de renforcement négatif imprégnait de nombreux aspects de leur relation qui finit par être rompu. Si vous voulez vraiment qu'une personne vous téléphone, vous devez vous montrer enchanté quand elle le fait. Si vous lui dites à quel point elle vous a manqué, combien vous l'aimez et êtes heureux de lui parler, pensez-vous qu'elle sera plus encline à vous rappeler ? Souvenez-vous que vous devez associer du plaisir à tout comportement que vous voulez voir se reproduire chez quelqu'un. En conseillant diverses sociétés aux États-Unis, j'ai remarqué que la plupart d'entre elles tentent de motiver leurs employés par le biais du renforcement négatif, en utilisant la peur de la punition comme principal élément de motivation. Cette stratégie peut être valable à court terme, mais pas à long terme. Tôt ou tard, les entreprises se heurtent au même problème que ceux qui tourmentent l'Europe de l'Est. Les gens vivent dans la peur pendant un certain temps, puis finissent par se révolter.
La deuxième stratégie qu'utilisent les entreprises se rapporte aux stimulants pécuniaires. Bien que cette stratégie soit excellente et en général appréciée, son efficacité est limitée. En effet, il y a un point où les rendements diminuent et à partir duquel tous les stimulants supplémentaires n'incitent pas vraiment les employés à effectuer un meilleur travail. En fait, la plupart des entreprises se rendent compte qu'il y a des limites à ce qu'elles peuvent accomplir dans ce domaine. Si on renforce constamment un comportement au moyen de l'argent, les gens s'attendent à recevoir une prime dès qu'ils prennent une initiative valable. Ils se mettent à travailler uniquement pour l'argent et ne font plus rien sans lui, et l'entreprise devient incapable de faire face aux exigences pécuniaires de ses employés. La troisième façon, la plus efficace, de motiver les gens passe par la croissance personnelle. En aidant vos employés à grandir et à se développer, vous leur inculquerez une passion pour la vie, pour les gens et pour leur travail qui les incitera à vouloir contribuer davantage au bien des autres. Ils agiront par fierté personnelle plutôt que sous l'effet d'une pression externe. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas introduire un système de salaire qui repose sur les rendements, mais assurez-vous de posséder le plus puissant stimulant qui soit, celui d'aider les gens à se développer et à grandir. Le bien et le mal, les récompenses et les punitions sont les seuls motifs qui existent aux yeux d'un être rationnel. Voilà l'éperon et les rênes qui poussent l'humanité à travailler et qui la guident. John Locke. Programmez votre renforcement pour que le changement soit durable. Quand on cherche à adopter un nouveau modèle de comportement ou un nouveau modèle affectif, il est essentiel de se renforcer ou de renforcer toute personne chez qui on tente d'établir ce nouveau modèle. Au début, chaque fois que vous adoptez le comportement désiré, par exemple repousser une assiette encore à moitié pleine, vous devez connaître votre geste et vous donner une sorte de renforcement agréable que vous appréciez vraiment. Toutefois, si vous renforcez ce comportement à tout coup par la suite, vos récompenses finiront par perdre de leur efficacité ou de leur attrait. Ce qui était autrefois une surprise particulière et agréable se transformera en norme attendue. Dans la mesure où je me suis engagé à aider les déshérités, chaque fois que je vais dans un aéroport, je donne de l'argent à ceux qui m'en demandent. Je n'oublierai jamais le cas d'un homme en particulier qui se tenait toujours au même endroit devant les terminales où je devais aller. Chaque fois que je passais par là, je lui donnais de l'argent. Un matin, alors que j'étais pressé et que je n'avais pas d'argent sous la main, je passai rapidement devant lui souris et dit « Salut, je suis désolé mais je n'ai pas d'argent aujourd'hui. » Il se mit en colère parce que je ne lui donnais pas ce qu'il se réjouissait autrefois de recevoir de ma part. Il ne faut pas oublier qu'une surprise agréable est l'un des événements les plus agréables que puisse vivre un être humain. La plupart d'entre nous ne se rendent pas compte à quel point c'est important. C'est pour cette raison précise que l'on veut qu'un comportement dure longtemps. Il faut à tout prix comprendre et utiliser ce qu'on appelle un programme variable de renforcement. Je vais vous donner un exemple simple tiré du dressage des dauphins. Pour entraîner un dauphin à sauter, les dresseurs attendent, pour commencer, qu'il saute de lui-même. Dès que le dauphin fait quelque chose de bien, ils le récompensent en lui donnant un poisson. S'il reçoit un poisson chaque fois qu'il saute de lui-même, le dauphin finit par établir une neuroassociation entre le saut et le poisson. Cette association entre plaisir et comportement désiré par le dresseur permet à ce dernier de conditionner le dauphin à sauter constamment. Pour finir, cependant, le dresseur ne récompensera le dauphin que s'il saute plus haut. En accroissant lentement ses exigences, il peut influencer le comportement du dauphin. Voici l'astuce. Si le dauphin est constamment récompensé, il s'habituera à la récompense et cessera de donner le meilleur de lui-même. Donc, à l'avenir, le dauphin sera récompensé à un moment donné après le premier, le 5e ou le 10e saut. Il ne sait jamais quel saut sera récompensé. Ce sens de la prévision allié au fait de ne pas savoir quel saut précis sera récompensé pousse le dauphin à faire des efforts constants. Il ne tient jamais sa récompense pour acquise. C'est cette force qui pousse les gens vers les jeux de hasard. Une fois qu'ils ont joué et ont été récompensés, et qu'ils associent un plaisir intense à la récompense, l'excitation et l'anticipation les incitent à aller encore plus loin. S'ils n'ont pas été récompensés depuis un certain temps, ils éprouvent souvent un puissant sentiment que cette fois-ci sera la bonne. C'est la possibilité de gagner à nouveau qui incite le joueur à jouer. Toute personne qui jouerait sans jamais recevoir de récompense finirait par se lasser. Toutefois, le fait de recevoir quelques petites récompenses, de gagner quelques mises, de gagner à nouveau une partie de son argent fait qu'elle anticipe sans cesse la possibilité de gagner le gros lot. C'est pour cette raison que ceux qui ont abandonné une mauvaise habitude, comme fumer ou jouer de l'argent, depuis quelques mois et qui se laissent tenter une dernière fois, renforcent le modèle même
qu'il tente de briser et se rende la tâche beaucoup plus difficile. Si vous fumez une autre cigarette, vous habituez votre système nerveux à attendre de nouveau cette récompense à l'avenir. Vous renforcez cette neuroassociation et l'habitude même que vous tentiez de perdre.